Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, avec pas mal de volatilités qui vont arriver, je pense, demain soir. Donc on va se préparer à ça. Ensuite, on parlera d'Ether, on verra certaines altcoins, notamment des altcoins assez fortes qui pump aujourd'hui. On a Tao, ADA, quelques altcoins qui sortent du lot. Et on parlera ici du marché US. Avant que je commence, deux choses. Dès maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Voilà, vos altcoins un peu fétiches ou vous souhaitez rentrer, peu importe. Vous me les mettez en commentaire parce que j'en ai plus beaucoup en stock. Et deuxième chose, pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, n'hésitez pas à rejoindre ici le groupe privé dans le Discord, tout simplement. Un groupe qui évolue, en plus de 2000 membres maintenant. On parle trading, investissement, crypto, pas mal de sujets qui sont abordés. Voilà, vous avez pas mal d'informations. Vous êtes tenu au courant directement dès qu'il y a la vidéo qui sort. Vous avez ici un canal un jour, un conseil pendant 365 jours. Donc pendant un an, j'ai fourni un conseil par jour. Vous avez énormément de valeur ici. Vous avez des news crypto qui tombent en réel, des news ici sur l'économie qui tombent directement en réel également. Alors, pas mal d'informations, donc voilà, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je poursuis ici sur le BTC. On est toujours dans cette grosse phase de latéralisation, toujours bloqué ici entre deux niveaux. On a eu cette phase samedi dimanche de latéralisation avec ici une manipulation, prise de liquidité, pump directement pour aller chercher l'extrémité haute, 92 000 dollars, et on a un rejet. Pour le moment, toujours dans cette phase de compression, on peut voir ça avec des creux de plus en plus haut. Ici, on peut voir un peu des sommets, une sorte de compression. Je suis pas trop dans le type de dessin, de ce type de pattern. Moi, personnellement, je trace uniquement des niveaux de support et de résistance. Ça suffit largement pour prendre des positions, et on essaye de pousser. Alors, on est quand même proche de l'extrémité haute. C'est pas la meilleure zone ici pour chercher des shorts. Pourquoi? Parce que à chaque fois on a rejeté. Voilà, on le voit bien. Peut-être cette fois-ci on va casser. Ce qui est sûr, c'est que une zone de résistance, ça ne se shorte pas. Voilà, il n'y a aucun monde où on long une zone de résistance. C'est parce que si vous faites ça, déjà vous entrez sur un niveau où en général on rentre, mais en tant que shorter, en tant que vendeur, et surtout vous n'avez pas un risk reward intéressant. Et si vous voulez avoir un bon risk reward, ça vous demande d'avoir un stop loss assez serré, ou alors un TP qui est assez éloigné, qui vous demande de casser d'autres zones de résistance. Donc voilà, tout trader, investisseur professionnel cherche des longues sur un niveau de support et des shorts sur un niveau de résistance. Maintenant, le marché semble pousser. Pour moi, si on commence à franchir les 94 000 dollars, cette zone-là, on aura de grandes chances de poser un bottom et d'avoir un bottom moyen terme qui sera posé, et on pourra se rattaquer aux deux prochaines zones, 99 000 et 106 000 dollars. En tout cas, ça me surprendrait pas d'avoir ici, si vraiment on arrive à avoir une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, avoir un petit rallye haussier pour aller chercher des prochains niveaux. Pourquoi? En fait, c'est un niveau qui a été assez important ces dernières semaines. On est venu ici avec cette montée prendre la liquidité, comme on l'avait vu ensemble. Ces sommets-là qui étaient intéressants à surveiller en confluence avec le tunnel 4 heures. On a rejeté parfaitement dedans. Typiquement là, on n'a aucune raison de revenir chercher ce high ici. Pour moi, le top est marqué. Donc si vraiment on va le rechercher, c'est pas pour faire une déviation réintégration à nouveau, c'est vraiment pour poser un bottom et connaître un rallye aussi. Maintenant ça, on ne l'anticipe pas, on peut pas savoir s'il va avoir lieu, on réagit tout simplement à ce que le marché va nous montrer. Après, sur du long terme, moi mon biais ne change pas. Oui, on est revenu chercher des premiers niveaux pour se positionner sur BTC. Les personnes par exemple qui font du DCA, moi je parle souvent de DCA optimisé, DCA intelligent, c'est beaucoup plus pertinent de se positionner ici, après un moins 35%, que à 120 000 dollars. Alors je sais, il y en a, ils se prennent pas la tête, ils font du DCA, du dollar cost averaging, ça veut dire que en général c'est une fois par mois, tous les mois ou une fois par semaine, ils vont mettre une somme fixe. C'est-à-dire que la personne soit va faire 50 dollars par semaine ou 200 dollars par mois. Bon voilà, ça dépend des moyens de chacun, du revenu que vous avez. Donc ça va être par semaine ou ça va être par mois. Le problème c'est que fonctionner de cette manière-là, ça vous provoque une immobilisation du capital en permanence, et surtout des entrées qui peuvent être pas professionnelles. Si vous entrez ici, si vous entrez ici, si vous entrez ici, c'est pas de très bonnes entrées. Et moi, ce que je recommande en général, c'est pourquoi pas d'avoir un DCA, mais un DCA optimisé. C'est-à-dire que au lieu de se dire tiens, je mets par exemple 200 dollars, et moi je vais mettre par exemple 100 dollars ou 150 dollars, et de côté, je vais mettre quand même 50 dollars. Et ces 50 dollars, je vais les accumuler en USDT, en stablecoin. Au bout de plusieurs mois, je vais avoir 200, 300, 400 dollars. Et quand j'ai un retracement,
fort, de moins 30%. En général, sur Bitcoin, c'est un bon chiffre. À partir de moins 30%, on peut commencer à se réexposer. Et ben, je rentre sur mon DCA que j'ai optimisé. Ce qui me permet d'avoir déjà des stablecoins de côté, au cas où on a une baisse, et surtout d'avoir des entrées beaucoup plus professionnelles. D'accord? Moi, c'est comme ça que je vous recommande parce que, alors, en fait, je pars déjà du principe que si vous regardez mes vidéos tous les jours, c'est dommage de faire un DCA. Oui, je sais, si vous avez pas de temps, là oui c'est intéressant. La personne qui me dit j'ai pas 30 minutes à accorder au marché par jour, j'ai pas 2 heures à accorder par semaine au marché, ok, fais un DCA, tu te prends pas la tête. Maintenant, si vous regardez mes vidéos tous les jours, je pense que vous avez quand même des bases en analyse technique, vous avez quand même certaines compétences que le bon père de famille qui fait du DCA ne va pas avoir. Le but, c'est que vous perdez pas votre temps à regarder mes vidéos, c'est pour faire un DCA sans... Vous pouvez avoir parmi votre stratégie une petite partie de DCA. Si après, vous faites du trading, vous cherchez à rentrer sur des niveaux de support, etc., etc. Mais voilà, si vous avez un petit bagage technique, faites du DCA, oui, mais cherchez à avoir quand même ces compétences-là qui vont vous être utiles et qui vont vous permettre d'avoir de très bonnes entrées. Moi, en tout cas, sur Bitcoin, mon biais long terme n'a pas changé. Je suis plutôt bearish. Je pourrais repasser bullish uniquement si, comme je vous l'ai dit, on structure ici un W weekly ou alors qu'on réintègre les 106 000 $. Ok. Et je me suis repositionné une fois 86 000 $ sur BTC et j'ai 2 zones ensuite que je surveille au cas où on a un prolongement de notre baisse. On peut très bien avoir un rebond ici pour avoir ici une continuité de cette tendance baissière. Dans tous les cas, moi, je rentre en 3 fois sur le BTC, cette zone et cette zone. J'ai déjà un premier niveau qui a été exécuté. Maintenant, c'est un faible montant comparé à ces zones-là. Est-ce que on va arriver et on va aller chercher ces zones-là? J'en ai aucune idée. Je ne l'anticipe pas. En tout cas, je suis prêt au cas où on y va. Maintenant, c'est normal qu'après ce genre de baisse, on n'y va pas en ligne droite. Vous voyez, on a ici une baisse, un retracement pour une deuxième baisse. On peut avoir une baisse, un retracement pour une deuxième baisse. C'est possible, voire même pour une troisième. On n'en sait rien. Mais le marché ne va pas descendre directement en ligne droite. Alors bien sûr, si demain on a des news qui sont vraiment pas terribles, on peut avoir un fort dump. Là, le marché anticipe sur les dernières heures, les dernières 24 heures, 87% d'avoir une baisse des taux. Ça varie, on passe des fois à 86, 88. Bon, on va voir en tout cas. Demain, on aura potentiellement plus de probabilité d'avoir une baisse des taux et on pourrait avoir un repricing là des 12%, ce qui pourrait être bullish pour le marché. Attention quand même à la volatilité sur du très court terme. Maintenant, on y vient au très court terme. Hop. On voit qu'on s'est appuyé ici sur le point pivot weekly. Voilà. Un très bon niveau, hein. Comme chaque semaine on identifie ces niveaux, c'est pas pour rien. Si on y retourne chercher ce niveau-là, 94 000 $, va falloir surveiller comment le marché réagit. Si on a à nouveau une prise de liquidité, pour moi c'est peu probable qu'on en a déjà eu une ici. Maintenant ça peut arriver, hein. Regardez le BTC en 2022. À ce niveau-là, c'est ici une faible cassure, suivi ici d'une prise de liquidité à ce niveau-là, voilà, suivi d'une deuxième niveau-là, pour en faire encore après une troisième et une quatrième. Bon, voilà, le marché c'est pas une science exacte, hein, d'accord. C'est pas parce que techniquement c'est très rare qu'on ait plusieurs prises de liquidité dans le même sens. En général, on va en avoir une pour aller chercher de l'autre côté. Maintenant, si le marché veut faire ça, il peut. C'est très peu probable. Donc, on surveille quand même le niveau des 94 000 $, voir comment le marché va se comporter. C'est un niveau de résistance, donc je ne vais pas chercher des longues. Par contre, si on commence à break, accepter, pullback, ça peut être ici une bonne zone pour chercher des longues, parce qu'on aura flip cette zone de résistance en support pour viser ici les prochains niveaux. Et là, sur du très court terme, sur la journée, on a eu cette phase de latéralisation, suivie ici d'un pump avec l'ouverture du marché US à 15h30. Donc voilà, on a la session de Wall Street ici qui est plutôt bullish. Et là, on est à ce niveau-là, sur ce point pivot daily, en confluence avec ce niveau de résistance. Pareil, sur l'intraday, c'est pas ici le meilleur endroit pour se positionner. Dans tous les cas, moi, j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche. Pourquoi? Parce que je trade surtout la tendance. Et quand j'ai comme ça un tunnel 1 heure, un tunnel 15 minutes qui est plutôt plat, j'ai pas de setup, hein. J'ai pas de setup qui s'enclenche. Après, je peux avoir des setups automatiques qui peuvent s'enclencher, comme par exemple ici BTC. J'aurais pu avoir un setup, mais je n'étais pas devant les écrans. Et mais voilà, ça c'est des setups automatiques, c'est différent de ce type de trading discrétionnaire comme j'aime appeler. Mais là en ce moment, je ne fais rien parce que j'ai des moyennes mobiles qui sont plates. Ça manque de momentum et comme je l'ai dit, ça me surprend pas d'avoir une faible volatilité avec demain la réunion de la Fed. Je passe ici
à Ether, qui pousse un peu plus que le BTC. On l'avait vu, comme quoi ça me surprendrait pas que Ether soit plus fort que lui dans les prochains jours. Déjà, on a une structure en W beaucoup plus intéressante que sur le BTC. Ici, on n'est pas repassé en dessous de ce niveau-là. Vous vous souvenez, c'était un peu notre invalidation de ce W. Comme je vous l'explique assez souvent, quand vous avez une structure comme ça, il y a deux manières d'invalider. Soit vous avez une invalidation assez agressive. Dans ce cas-là, vous allez valider soit quand vous avez une réintégration de la ligne de coup, soit quand vous avez une réintégration de la bougie impulsive qui nous break la ligne de coup. Moi, je préfère la bougie impulsive parce que souvent on peut revenir légèrement retag la ligne de coup et repartir, ce qui est le cas ici. Mais on voit que ici, notre bougie impulsive qui nous a break notre ligne de coup qui est ici, hop, et ben on n'a pas clôturé en dessous. Donc pour moi ce W est toujours validé. Et la deuxième invalidation un peu plus moins agressive, c'est tout simplement d'avoir un stop loss sous le plus bas du W. L'avantage c'est que vous avez un taux de réussite plus important parce qu'il y a moins de chances qu'on aille le déclencher. Par contre vous avez un risk reward plus faible. On prend un exemple, vous rentrez ici au moment du pullback sur la ligne de coup, stop loss sous le plus bas, ok. Ici TP, admettons que vous targetez cette zone de résistance, vous avez un risk reward de 1,5 pour 1. Par contre, j'ai un stop loss sous ma bougie impulsive en clôture. Moi, quand j'ai des patterns long terme, je fonctionne en clôture et non pas en mèche. La preuve, parce que ici, je me serais fait enclencher mon stop loss. J'ai un risk reward ici de 5,8 pour 1. Vous voyez, c'est pas la même. Donc là, j'aurais peut-être un taux de réussite un peu plus faible, parce que plus de chances qu'on vienne enclencher ce stop loss là que ce stop loss là, mais j'ai un risk reward plus important. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre profil, en fonction de votre stratégie. Tout doit être backtesté, vous devez avoir des statistiques qui vous montrent tout simplement que ce setup fonctionne. En tout cas, sur Ether, on est à l'intérieur de notre tunnel 4 heures. On est en train de sortir par le haut, à voir si on arrive à s'installer au-dessus, ok. Et ensuite, on a vu, je l'ai pas tracé, mais on a cette zone de résistance ici vers les 3400 à peu près, chiffron psychologique, tunnel daily qui s'aligne, précédente zone ici de confluence. Voilà, on voit qu'on a un très bon niveau vers les 3400. Donc pour moi, si on commence à s'installer au-dessus de ce sommet-là, il y a de grandes chances d'aller pousser et d'aller chercher cette zone des 3400. Si on arrive à la réintégrer, objectif la prochaine zone 3008, et après on a tout ce gros bloc vers les 4000. En tout cas, Ether a l'air de pousser face au BTC. C'est pas surprenant vu qu'il était revenu chercher une très bonne zone ici. Hop, notre tunnel daily, on voit qu'il consolidait parfaitement dedans. Pour moi, la paire ETH-BTC est toujours en tendance haussière. On a une longue phase baissière, ok, clairement moche, où Ether s'est fait surperformer par le BTC. Et là, récemment, on voit que on a posé un bottom, structure ici en W, creux et sommet de plus en plus haut, break, inversion de notre dynamique. On met ici pareil le tunnel daily, on avait un tunnel orienté à la baisse depuis un long moment, on est repassé au-dessus, et là, il est censé faire office de support, et pour le moment, il fait office de support. On voit parfaitement ici cette structure en W sur Ether qui nous indique un signal, je suis prêt à surperformer le BTC. Or, surperformer le BTC, ça veut pas spécialement dire que Ether va performer face au dollar. Si demain BTC perd 10%, Ether peut perdre 5%. Et toujours surperformer le BTC. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, on parle de surperformance par rapport à un autre actif que le dollar, en l'occurrence ici le Bitcoin. BTC et Ether, c'est fait. On va parler rapidement du marché US. Ici, on consolide toujours sur pas loin du précédent ATH, sur un niveau de résistance. Moi, ça, j'ai pas changé de fusil d'épaule, on va dire, sur le SP500 tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là. Et ben, c'est globalement bullish. On pourrait même descendre un peu. Hop, cette polarité à ce niveau-là. Pour moi, tant qu'on évolue au-dessus, ici, je vais plutôt chercher des longues, ok. Je vais plutôt chercher à être bullish. Si on évolue en dessous, ok, avec une installation en dessous et des clôtures en dessous, je vais plutôt avoir un biais bearish. Là, je parle vraiment pour quelqu'un qui fait de l'intraday ou du swing. Alors, pour le moment, il n'y a aucune raison d'être bearish sur le SP500. On a des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 15 minutes au-dessus d'une heure. On voit bien que le 15 minutes faisait office de support. Tac, ok, on perd le 15 minutes, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller chercher le 1 heure. Et c'est souvent le cas ensuite, on a une compression entre le 15 minutes et le 1 heure, à voir la résolution. Si on casse le 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller faire un nouveau sommet. Si on perd par contre le 1 heure, on aura de grandes chances d'aller chercher ici le 4 heures, qui est en confluence avec cette zone-là. Pareil, ça peut être un dernier niveau à tenir, où on peut potentiellement prendre des longs. Et si on perd ce niveau-là, pour moi ici je serais bearish jusqu'à temps qu'on revienne chercher cette zone-là. Où là, ça peut être également une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Par contre, si on perd ce niveau-là, validation d'une structure de top weekly, ok, avec ici le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent, validation d'un M-top
structure de retournement long terme similaire à ce qu'on a fait ici. Et là, on pourrait rentrer dans une tendance baissière sur quelques mois, 1 an, 2 ans sur le SP500, potentiellement connaître un retracement de moins 20, moins 25%. C'est tout à fait possible. Faut toujours dézoomer et se dire, voilà d'où on vient. C'est normal d'avoir des phases de correction. Au niveau des altcoins, alors on a globalement sur ce début de semaine 2 cryptos qui sortent un peu du lot, Tao, ADA, donc on va les analyser. Bon, vous savez que j'aime bien prendre les altcoins les plus fortes pour faire de la continuation de tendance. Maintenant attention, c'est pas parce que ADA est la plus forte sur les 2 derniers jours que la structure est intéressante. C'est pour ça on va sur la chart ici et on constate. Alors déjà, une analyse weekly, on a perdu un gros niveau. Cette zone-là des 50 centimes de dollars, entre les 50 et les 55 centimes, on a ici une structure de retournement. La charte est moche. Alors oui, on est revenu chercher cette zone d'accumulation, ok, structure en W, on a perdu un niveau. Donc ça ne m'étonnerait pas de ici range entre ces 2 bornes, et l'idéal ça serait d'inverser cette dynamique baissière, là, ce top de marché, avec ce type de pattern de retournement, et repasser au-dessus des 55 centimes de dollars. Si on a ça, ça serait plutôt pas mal. Soit on a une réintégration rapidement, et on peut avoir un peu une charte à la Ether, vous voyez, hop, cette pattern de top, qu'on break, qu'on réintègre rapidement, c'est possible. Par contre, si on rejette, il va falloir valider une structure de retournement pour inverser cette dynamique. Maintenant, on a un rebond qui est en cours. Eh bien, on met des moyens mobiles, on constate. Qu'est-ce qu'on constate? Ok, on a une tendance moyen-long terme qui est globalement baissière, tunnel 4 heures, tunnel daily orienté à la baisse, et on a ici une tendance court terme qui est globalement haussière, avec ici un break de cette zone-là. Alors après, on est dans le tunnel 4 heures, à voir si on a également des pivots. Voilà, on a un point pivot monté vers les 47 centimes. On n'est pas dans la meilleure zone ici pour prendre des longues. Idéalement, si on a un retracement dans les prochaines heures, 15 minutes, 3 minutes, il peut y avoir de la continuation de tendance sur du très court terme, mais si on retrace, on est proche de ces niveaux de résistance, donc personnellement, moi, je suis pas fan. Après, si on commence à s'installer au-dessus de ce bloc-là, ok, avoir une accélération, on consolide, on a des moyens mobiles qui rattrapent, ok, on a des pullbacks, là, ça peut être plus intéressant. Mais je suis pas fan de rentrer dans cette zone de résistance, moi, de mon côté. Et on a vu Tao. Alors, Tao, on en est où? Bon, après, sur du long terme, Tao, c'est un range, ça ne change pas grand-chose, on le voit bien. On est ici bloqué entre 2 bornes, une extrémité haute vers les 700 $, extrémité basse vers les 200 $. Classique, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Voilà. Proche de la value area low vers les 240, une bonne zone pour chercher des longues. Au-dessus de la value area high, lui, il estime que notre extrémité haute, c'est cette zone-là. C'est normal, il n'y a pas eu énormément de volume dans cette zone. C'est globalement les 470 $. Et le pire endroit en général pour se positionner, c'est dans la value area, qui représente ici 70% des volumes échangés. Donc à surveiller la suite sur Tao. On a quand même perdu, on va le voir sur du plus court terme, un niveau assez important. Ça serait bien qu'on le réintègre. Là, on est clairement sur un niveau de résistance. Pareil, on peut mettre ici un volume profile pour ce niveau-là. Et ça serait bien de réintégrer cette value area low des 324. Si c'est le cas, il y aura des chances d'aller chercher ici les 440 $. Je mets ici des moyennes mobiles, voir ce qu'on a. On est pareil dans le tunnel 4 heures. Il y a pas mal d'alcoons qui sont dans cette configuration. Si vraiment on arrive à sortir de ce niveau-là et pullback, on peut ici potentiellement chercher un long avec une invalidation sous la bougie impulsive ou sous la structure pour revisiter l'extrémité haute. Ce qui est sûr, c'est sur Tao, alors on est quand même sur un niveau de résistance, mais on est aussi également sur un niveau de support, vu qu'on est proche de notre extrémité basse à ce niveau-là. Donc là, on est sur des décisions qui, on a peine d'amplitude de prix pour vraiment être à l'aise dans nos décisions. C'est pas en général les meilleurs setups. Maintenant, si on a des réintégrations et qu'on flippe ces niveaux de résistance en support, oui, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai terminé. Comme j'ai dit, mettez-moi vos altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire. On va terminer ici avec la question du jour qui m'a été posée. Hop. Merci, toujours difficile d'apporter de l'eau à votre moulin déjà bien complet. Merci beaucoup et j'aime bien la comparaison. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aborder le POC et le VPOC? Alors le POC et le VPOC, c'est à peu près la même chose. Le POC, c'est le point of control et le VPOC, c'est le volume point of control. C'est à peu près la même chose. C'est l'outil qu'on a vu juste avant. Okay, c'est tout simplement un volume profile qu'on peut dessiner de cette manière-là. Alors, plusieurs manières de mettre un volume profile. Je vais aller sur une autre charte. Hop, ici. Plusieurs manières. Soit on met le volume profile de cette manière-là, profil de volume à gamme fixe, en choisissant une période, celle que vous voulez, très bien. Soit on choisit le profil de volume ancré, on décide du début de la période et ça va nous prendre jusqu'à maintenant, ok. Et logiquement, ça nous l'affiche à droite, sauf s'il est buggé. Ça a l'air d'être le cas ici. Ok, il a l'air d'être buggé, je ne sais pas pourquoi, des fois ça peut être un problème de taille de rangée.
Voilà, parfait. Donc là, j'ai mon volume profile qui est ancré, c'est-à-dire que j'ai décidé de le mettre à partir d'ici, j'ai tous les volumes à partir de là. Donc voilà, quelqu'un qui veut le mettre, qui se dit non, je veux le mettre encore plus avant, à partir de là par exemple, et ben c'est possible. Vous avez tout simplement les volumes sur toute la période. Après, je vais faire vite parce qu'on m'a pas posé cette question-là, mais j'aime bien rentrer toujours dans les détails, ça c'est moi. Vous pouvez aller ici dans données techniques, profil, et vous avez différents types de volumes, de profils de volume. Moi j'aime bien le volume profile périodique qui nous permet tout simplement, on peut m'utiliser, je vous le montre pas en vidéo, mais je peux l'utiliser moi de mon côté, c'est d'avoir tout simplement des volumes profile sur une période donnée. Ici je suis en semaine, je suis en weekly il me semble. Ouais, je suis en semaine, pour avoir tout simplement des confluences de niveau, voir là où j'ai, par exemple, un poke. La question qui m'a été posée, le poke. Le poke, c'est cette ligne rouge. C'est quoi? C'est sur la période qui a été définie, l'endroit où il y a eu le plus de volume, que ce soit acheteur ou vendeur. C'est un niveau intéressant. Intéressant de différentes façons. Ça dépend si tu trades en range, en tendance, comment tu cherches à te positionner. Alors en général, quand on est en range, c'est une zone que je n'aime pas trop, parce que quand tu as ici un range qui est comme ça, très souvent, tu vas avoir un volume profile qui va faire ça. Ok, très bien, hop. Et tu vas avoir ton pot qui va être comme ça. Pourquoi? Parce que là où il y a le plus de volume échangé, c'est à peu près le milieu de range. Pas tout le temps, mais assez souvent. Ça peut être une bonne zone pour te dire, si tu fais du trading de range, de ne pas te positionner, ok, parce que c'est le milieu de range, ou alors c'est un très bon niveau pour se dire, ok, je cherche à prendre mes profits dans ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est souvent un niveau qui va faire office de support ou de résistance, par du principe que si on évolue au-dessus, ok, c'est-à-dire que les acheteurs ont la main et il y a pas mal de vendeurs qui sont bloqués dans cette zone-là, parce qu'il y a pas mal de volume exécuté, donc il y a très bien des acheteurs comme des vendeurs, et si on y revient, ça peut être une opportunité pour les shorters, pour les vendeurs, de sortir à break-even. Un shorter qui sort à break-even, il rachète sa position. Ça peut faire ici office de support, d'accord? Et quand on trade dans une tendance, par contre, là, les pullbacks sur le volume profile peuvent être intéressants. La preuve ici, hop, on est revenu chercher dès l'ouverture de la semaine d'après le volume profile, c'était une bonne zone. Voilà, si on prolonge, c'est souvent des niveaux qui peuvent être retestés et peuvent faire office de support ou de résistance, même longtemps avant. Vous voyez, ce niveau-là, si on le prolonge, il a été retesté une fois ici, 2 fois ici, il a été retesté là. Voilà, c'est toujours des niveaux pertinents. Ça fonctionne pas à chaque fois, ok? C'est pas parce que il y a un poke que c'est sûr à 100% que ça va fonctionner. C'est toujours des probabilités, bien entendu. Mais avoir des confluences comme ça, c'est également intéressant. On voit que si on prolonge, après, c'est toujours un niveau ici pertinent qui a fait office de support ou de résistance, d'accord, en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc bah, dis-toi le poke, c'est là où il y a le plus de volume échangé, c'est un niveau d'intérêt où on peut voir où sont les acheteurs et les vendeurs bloqués, et ça peut être un outil qui peut te permettre de déterminer des niveaux de support ou de résistance. J'ai terminé avec tout ce que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.